Bonjour, bienvenue à ce webinaire. On va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Donc, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire. On va aborder aujourd'hui le thème de la responsabilité des agents publics en termes de santé et de sécurité. Alors, juste pour le fonctionnement du webinaire, donc vous pouvez poser des questions en allant sur l'onglet questions qui se retrouve en bas à droite de votre écran. Pour plus de fluidité, on a décidé d'y répondre plutôt en fin de webinaire, et si on n'a pas le temps, vous recevrez dans les jours qui suivent le replay, le contenu de la présentation et la réponse à la totalité des questions. Voilà. On y va, Nathalie? C'est parfait. Bonjour à tous, merci Fabrice. Tout d'abord, un grand merci de votre connexion ce matin. Effectivement, vous venez apparemment de Toulouse, de La Réunion, de Sète, de PACA, de Corse. Donc, merci à tous de vous connecter, de votre intérêt pour cette thématique. Donc, un webinaire co-organisé par l'UGAP et bien sûr Bureau Veritas. Je suis Nathalie Skipounov, je suis directrice marketing à l'UGAP et j'ai le plaisir donc de co-animer ce webinaire, notamment avec Isabelle Cazola du département Seine-Maritime, Maître Pradel, Kelvin Delval, bien entendu aussi, de Bureau Veritas, qui vont bien entendu se présenter. Je vous laisse la parole, Isabelle. Alors, votre micro est coupé, Isabelle. Excusez-moi. Bonjour à toutes et tous, Isabelle Cazola, à la direction sécurité santé, prévention et contrôle au département de Seine-Maritime. Peut-être Maître Pradel, si vous voulez prendre la parole. En un mot, donc je suis Camille Pradel, je suis avocat au barreau de Paris et j'interviens quotidiennement sur les questions de santé au travail. Et bien sûr, Kevin Delval. Oui, bonjour, Kevin Delval, chef de projet à l'international, et j'ai aussi la responsabilité d'être référent national sur les domaines de la culture sécurité chez Bureau Veritas. Est-ce que vous souhaitez, Isabelle, présenter un peu plus le département de Seine-Maritime ? Alors, vous avez sous les yeux les grands chiffres du département, hein, donc en termes d'agents et en termes de bâtiments. Juste pour préciser que c'est un département qui est 14e en termes de population, deux grandes métropoles, le Havre et Rouen, et environ 700 communes réparties sur le territoire. Et Maître Pradel également, si vous souhaitez préciser quelques chiffres clés. Alors, dire que nous, ça fait des années qu'on travaille en lien avec Bureau Veritas sur toutes ces questions de santé au travail. Et là, intervenir avec vous, l'UGAP, c'est un immense honneur. Donc, on se lance dans le sujet. Mais la santé au travail, moi, ça fait partie de mon quotidien. Et c'est vrai que c'est un sujet qui monte en puissance depuis 20 ans maintenant. Ça ne cesse de monter en puissance pour tout le monde, les acteurs privés comme les acteurs publics. En effet.
Pour poursuivre effectivement ce webinaire, hein, nous allons démarrer à la fois par le cadre juridique, parce que c'est une obligation de résultat, bien sûr par la culture sécurité, notamment comment développer l'engagement, et une troisième partie qui sera bien entendu beaucoup plus concrète, peut-être opérationnelle, sur des solutions, aussi bien par Bureau Veritas et bien sûr via l'UGA. Peut-être en introduction, vous êtes là aujourd'hui aussi bien des mairies, des conseils départementaux, régionaux, des musées, des CHU, des CPAM, bref, quel que soit l'organe administratif concerné. Aujourd'hui, la maîtrise des risques, qu'ils soient humains, techniques, juridiques, environnementaux et bien sûr numériques en termes de cybersécurité, sont bien entendu au cœur de vos préoccupations. Il s'agit bien sûr de garantir la sécurité de vos administrés, mais surtout, je dirais, de vos agents, parce qu'ils sont en première ligne. Donc, la liste des risques qui pèsent actuellement sur les territoires est à la fois, je dirais, très conséquente, mais cette liste est complexe et plurielle, puisqu'elle touche à la fois la sécurité intérieure, la sécurité des agents, bien entendu, comme je l'indiquais, alimentaire, sanitaire, routière, celle des établissements et des équipements scolaires, des établissements qui reçoivent ou pas du public, des équipements sportifs ou de loisirs. Mais bien sûr, cela concerne à la fois la prévention de l'incivilité, si je puis dire, les risques incendies technologiques, sur les transports, sur les risques dits majeurs et bien sûr les catastrophes naturelles. Donc l'UGAP, non seulement consciente, mais soucieuse bien sûr de ces enjeux en termes de sécurité pour nos clients, vous propose de découvrir en fait une diversité de solutions et d'approches qui croisent à la fois les domaines d'action et de types de risques, afin de vous proposer, nous l'espérons, des solutions les plus adaptées. Comme vous le voyez sur ce schéma, vous avez bien entendu des risques de malveillance, des risques naturels et technologiques, des risques d'atteinte aussi à la réputation. Et aujourd'hui, ce qui nous concerne en particulier, ce sont bien sûr les risques accidentels, les risques juridiques, avec une réponse et non des moindres par l'un des leaders du sujet, Bureau Veritas, qui vous est donc présenté pendant ce webinaire. Je vais passer la parole tout de suite à vous, Maître Pradel, pour entrer dans le vif du sujet. Merci Nathalie. Donc vous avez tout dit finalement en évoquant une obligation de résultat, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas finasser. Vous savez, on se pose la question, est-ce que c'est une obligation de moyens ou est-ce que c'est une obligation de résultat, cette obligation de sécurité qui pèse sur les employeurs? En pratique, lorsqu'il y a un sinistre professionnel, l'employeur engage sa responsabilité et ça vaut dans la fonction publique. Donc cet employeur, il peut être différent selon les modalités du travail. C'est par exemple le maire dans la commune, en tout cas c'est la commune, la municipalité qui peut engager sa responsabilité. Alors s'agissant de la commune qui est un schéma que tout le monde connaît, eh bien c'est clair que c'est le chef de l'administration municipale, c'est le maire, et donc c'est lui qui normalement doit déployer toutes les mesures, tout ce qui doit être fait par un employeur pour que les agents soient en sécurité. Mais il n'y a pas que le maire qui peut engager sa responsabilité et la commune. Alors, pour le maire, ça va être aussi au passage, et c'est très important, la responsabilité pénale. Il y a aussi l'adjoint qui, ayant une délégation, soit de signature, soit de fonction, peut aussi engager sa responsabilité, peut être jugé comme co-responsable. Et vous le savez, il y a de la jurisprudence assez abondante sur ce sujet. Et au-delà, parce que je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs qui ne sont pas nécessairement des élus, d'une manière générale, tout agent qui participe par sa fonction à la survenance du dommage peut aussi engager sa responsabilité pénale. Donc ça peut être un chef de cabinet, un agent qui a une fonction, par exemple une délégation de signature au passage, ça c'est vraiment un sujet très important, eh bien il peut engager sa responsabilité pénale en cas de sinistre, en cas de lésion que subirait un agent. Mais même en l'absence de lésion formellement constatée, une situation par exemple de harcèlement moral peut aussi donner lieu à un sujet pénal, avec tous les tracas, toute la responsabilité. Et c'est vrai qu'en amont, de toute façon, le but, c'est de prévenir la survenance des risques professionnels. C'est ça le but. Alors, en résumé, eh bien oui, les administrations publiques, les collectivités territoriales doivent mettre en œuvre ce que le Code du travail prévoit, c'est-à-dire ce qui pèse sur les acteurs privés, eh bien c'est la même chose, les mêmes règles qui s'appliquent, tout simplement parce que vous le savez sans doute,
les grands textes qui organisent le fonctionnement des grandes fonctions publiques, aussi bien d'État, territoriales que hospitalières, renvoient au Code du travail. Et il y a toute une partie qui est la partie 4 du Code du travail qui s'applique. Donc, un des gros sujets, je crois qu'on va pas mal en parler aujourd'hui, c'est le document unique. Tout employeur, une commune, un département, une région ou autre, parce que ça peut être aussi un EPCI, eh bien, tout employeur doit avoir un document unique qui doit être à jour. Ce document unique, il doit être complet. Et là-dessus, vous le savez sans doute, la jurisprudence l'a précisé. La simple formalisation d'un document unique, ça n'est pas suffisant. Il faut un document bien complet qui évalue l'ensemble des risques professionnels et notamment les risques psychosociaux. Tout cela dans un objectif de prévention. Important, vous l'avez peut-être identifié, il y a une circulaire de 2024, donc de cette année, qui décrit bien ces règles. C'est une circulaire du 11 juin 2024. Donc, si vous tapez sur un moteur de recherche « circulaire du 11 juin 2024 », vous aurez accès à cette circulaire et toutes les règles y sont décrites. Donc, c'est quand même intéressant. En lien avec ce webinaire, vous avez eu un texte qui explique bien l'ensemble de ces règles. Alors, ce document unique, que tous les acteurs privés doivent avoir, mais donc que aussi tous les acteurs publics doivent avoir, tous les employeurs publics doivent avoir, il doit être exhaustif, bien décrire tous les risques présents dans la collectivité territoriale en question. Et ce document unique, qui est donc en principe est mis à jour tous les ans, puisque généralement vous avez plus de 11 agents dans la structure, donc tous les ans il doit bien être mis à jour. Il doit être accessible par tous. Idéalement même, la circulaire de juin 2024 conseille pour les agents les plus exposés de leur communiquer spécifiquement ce document unique. Ça, c'est vraiment un gros sujet pour vous. Cette diffusion de l'information qui va permettre de vraiment prévenir le risque. Ce document unique, ça doit être un document unique vivant qui doit être discuté, travaillé en amont, au plus près de la situation, de façon à éviter les accidents de service ou les maladies professionnelles. C'est ça le but, éviter les risques professionnels. Et par exemple, ce document unique, il va décrire des risques spécifiques qui doivent être évités. Le travail en hauteur. Combien y a-t-il d'accidents de travail en hauteur qui peuvent être évités? Un des éléments essentiels, c'est bien sûr la description dans le document unique des équipements de protection individuels ou collectifs, les rambardes, mais individuels si la personne est en hauteur, et la formation. Et ça, c'est vraiment un des cœurs. Le code du travail que doivent appliquer donc les collectivités territoriales, il renvoie le premier axe de prévention du risque professionnel, c'est la formation. Et lorsqu'il y a un risque spécifique, bien souvent, le code du travail impose une obligation de formation spécifique. C'est le cas pour le travail en hauteur. Pour l'amiante, ça peut être un sujet. Vous savez que en tant que propriétaire ou en tant qu'utilisateur de bâtiments qui ont été construits avant 1997, il est indispensable de s'assurer quelle peut être la présence d'amiante dans le bâtiment avant de faire intervenir qui que ce soit, et d'assurer, il y a des décrets, il y a de nombreux textes qui après organisent cela, d'assurer la prévention d'une éventuelle exposition dès l'instant où on a bien cartographié la présence d'amiante et qu'on s'est assuré qu'il n'y en avait pas avant une intervention. Et s'il y en a, ça ne se fait pas comme ça. Il y a vraiment quelque chose à déployer, mais donc il est nécessaire de cartographier au préalable. Autre exemple, là aussi source d'accidents, toutes les situations de chargement, déchargement. Vous savez qu'il y a des documents, par exemple le protocole de sécurité qui organise la coordination de l'agent ou du contractuel avec d'éventuels intervenants d'autres structures. Ça peut être aussi des intervenants de salariés de droit privé. Là, tout ça doit être absolument mis en œuvre. J'espère que je respecte le timing, je crois que oui. Alors, il y a un petit peu de latence avec mes vidéos. Voilà. Merci Camille. Par rapport à cet exposé sur la partie réglementaire, donc on a bien vu cette importance juridique avec des cas de jurisprudence pour finir, des cas concrets. L'idée maintenant, avec la suite, est de prendre de la hauteur.
de la hauteur sur cette notion de culture sécurité et définir ce que c'est. Donc la culture sécurité, en fait, c'est l'une des cultures d'une organisation. Pour certains, ça peut être la culture de la production, d'autres, ça va être la culture du service. Tout dépend de l'organisme, en fait, de son histoire, de sa localité notamment. La culture sécurité, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie de fonctionnement. Il s'agit de penser sécurité dans tout ce que l'on va faire, et même avant de le faire. On utilise un outil dans les domaines de la prévention, en fait, qu'on appelle la pyramide de Bird, en fait, qui tient son nom de son auteur. En 1969, il y a eu une étude par Monsieur Bird sur l'accidentologie. Et en fait, on en a ressorti une pyramide qui permet de schématiser, hein, donc c'est des notions, on va dire, assez macroscopiques, avec des niveaux et des chiffres. Mais l'important, finalement, c'est de comprendre que cette pyramide, c'est un concept qui permet d'évaluer les probabilités de risque d'accident grave, d'accident mortel, en fonction des niveaux d'incident et de presque accident qu'on va observer. L'idée, c'est que l'accident grave ou mortel, qu'on peut retrouver tout en haut, donc, avec le chiffre 1, c'est que cet accident va arriver finalement un jour ou l'autre, après avoir passé tout un tas d'étapes classiques, hein, les accidents avec arrêt, des accidents sans arrêt, les soins infirmiers, des presque accidents. Et en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est en dessous, c'est la quantité astronomique de situations dangereuses et de comportements qui ne sont pas adaptés, ce qu'on appelle les mauvais comportements. En fait, au bout d'un moment, tous ces mauvais comportements vont arriver à générer un accident grave ou mortel demain, après-demain, dans 10 ans. Mais un jour, ça peut arriver selon les statistiques. Par la suite, on va développer 3 points principaux de la culture sécurité. Le premier, c'est être proactif. Proactif, c'est la prévention. C'est un terme que vous connaissez tous. La prévention, c'est d'essayer d'imaginer toujours à l'avance ce qui peut arriver, d'éviter les situations dangereuses, d'éviter les accidents dont on a parlé juste avant, ou les presque accidents. C'est aussi aller au-delà du réglementaire. En France, on a tout un arsenal juridique. On va dire que c'est une force. On va essayer de positiver. Donc Camille, on a abordé des points. Mais cette base, en fait, elle est principalement et initialement, on va dire, là pour apporter des obligations de moyens. Même si ça a évolué durant les dernières années pour arriver à une obligation de résultat, mais au départ, on a quand même finalement beaucoup de décrets qui vont dire voilà, l'employeur doit faire ci, doit faire ça, doit mettre en place tel contrôle, telle routine. Et la culture, finalement, elle parle de résultats et de philosophie de travail. Et ce n'est pas suffisant les moyens, donc il faut développer cette culture, travailler sur l'organisation de l'organisme, travailler sur les comportements des agents aussi, c'est essentiel. Développer le sens, c'est en fait une notion assez simple, c'est qu'il faut convaincre toute une population d'agents, convaincre d'atteindre des résultats sur ces thèmes de la sécurité, il faut apporter une vision pour justement acquérir cette adhésion. Il y a ces dernières années, en fait, l'émergence d'une notion, un terme qu'on utilise de plus en plus, c'est la notion de leader, un terme anglais. Et ça se confronte à la notion de manager, qui est aussi un terme plutôt anglais à la base. Être leader, être manager, les bons managers doivent-ils être leaders ou pas? Voilà, toutes ces questions se posent et globalement, on parle lorsqu'on parle de dirigeants, on parle de leadership. C'est justement cette capacité à attirer les personnes vers des objectifs communs. Pour imager, donc Isabelle va intervenir. Moi, la question que j'aimerais te poser, Isabelle, c'est finalement de quelle manière la sécurité, la culture sécurité a été abordée au niveau du département de Seine-Maritime. Merci Kevin. Au département de Seine-Maritime, la culture sécurité a vraiment pris une ampleur en 2020 avec la création d'une direction qui a regroupé l'ensemble des acteurs qui travaillaient sur la sûreté, sécurité, prévention, contrôle. Donc ça donnait une certaine synergie et il y avait aussi un signal politique fort. C'était en lien bien sûr avec l'accident de Lubrizol. La première question qu'on s'est posée collectivement, c'est sécurité, c'est quoi? Est-ce que c'est sûreté? Est-ce que c'est inspection? Et effectivement, très vite, on a adossé le terme prévention au terme sécurité et ça donne tout son sens aux différentes actions qu'on est en train de mener, qu'on continue de développer. Deuxième question, avec qui on va faire cette sécurité prévention? Et là, on a été surpris de voir
le nombre d'acteurs qu'il fallait mettre autour de la table pour travailler effectivement dans une certaine synergie. Donc, bien sûr, il y a les élus, il y a les agents, il y a la direction générale, il y a les directeurs, il y a la médecine du travail, il y a les conseillers de prévention, il y a le CDG, il y a les prestataires, il y a des gens qui font de la formation. Il y a les organisations syndicales au travers du CST et de sa formation spécialisée. Bref, il y a énormément de gens à mettre autour de la table pour arriver à travailler en symbiose sur cette thématique-là. Troisième question, on était aussi sur une démarche une autre démarche était aussi en démarrage chez nous, c'était celle de la QVCT, qualité de vie et conditions de travail. Il fallait que les deux démarches se parlent et travaillent ensemble. Bon, ça tombe bien puisque sur la QVCT, il y a un aspect santé et prévention qui est intégré. Dernière chose, sur quel périmètre? Donc, par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure, nous, on s'est dans un premier temps focalisé sur la problématique de la sécurité des agents et des publics accueillis et la sécurité des biens. Et nos enjeux, c'est effectivement sur une période relativement courte, c'est-à-dire 5 ans, de pouvoir avoir pour chaque agent un DER, parce que effectivement, comme ça a été dit, c'est un document de base. Avoir un dossier technique amiante actualisé, avoir un registre de sécurité incendie à jour, et généraliser, comme ça a été aussi évoqué, les plans de prévention des entreprises intervenantes, les permis de feu et les protocoles de déchargement, les protocoles de sécurité. Voilà comment aujourd'hui le département s'est engagé dans cette culture sécurité. Merci Isabelle. Pour rebondir sur Bureau Veritas, on a une démarche qu'on appelle PAPS, pas à pas vers notre sécurité. Et celle-ci, elle permet finalement en 4 étapes avec des verbes d'action. Donc la première étape, c'est comprendre. Ensuite, on a définir et promouvoir, mobiliser, soutenir. En fait, c'est une gamme de prestations complète et qui permet d'adresser différentes prestations selon les besoins de nos clients, que ce soit secteur public ou secteur privé. Et ces prestations, finalement, sont à la carte, elles sont à la main de nos clients. Et selon notre expertise, bien sûr, on est là pour conseiller quels sont les outils finalement qui vont permettre de faire évoluer cette culture sécurité. Par la suite, on va développer l'engagement, cette notion importante, et qui était finalement la question initiale. Quel est l'engagement attendu? Comment on peut le développer? Donc déjà, ce qu'on pense, c'est qu'il faut connaître son organisation. Ça paraît simple, mais finalement, quel est l'organigramme? Quels sont les managers que nous possédons dans notre organisation? Quel fonctionnement a mon organisme? Est-ce qu'on est très respectueux d'une organisation et de ses managers, ou est-ce qu'il est facile finalement d'aborder tous les sujets, ou est-ce qu'il faut passer en effet par cette ligne hiérarchique systématiquement? Chaque organisme, qu'il soit public ou privé, a un fonctionnement particulier du fait de sa culture et de son histoire, comme j'avais exposé tout à l'heure. L'autre élément important, c'est de connaître sa maturité. On verra tout à l'heure la courbe de Bradley, qui est finalement une schématisation des différentes étapes d'une maturité sécurité. Elle permet de positionner finalement sa ligne managériale dans son ensemble et après dans les individualités. Également, elle permet de se poser la question au niveau de ses agents en termes de prise de conscience. Sont-ils finalement contraints d'adhérer à cette culture sécurité? Sont-ils favorables individuellement et sont-ils favorables collectivement? Ce sont des questions à se poser. Et être promoteur, c'est un engagement avec un acte réel, au-delà du discours. Tout le monde va parler de sécurité et dire que la sécurité est importante. Mais finalement, individuellement, un manager ou un dirigeant, un DGS, va-t-il s'impliquer personnellement sur le terrain pour discuter avec les agents et être présent lors d'évaluations de risque, de routines sécurité, d'ateliers de travail spécifiques sur les domaines de la sécurité? Et c'est aussi, va-t-il être exemplaire, ce manager? Va-t-il véhiculer lui-même l'image qu'il souhaite que les agents développent? Donc par rapport à ça, Isabelle, comme tout à l'heure, comment finalement le département a essayé de développer cet engagement?
Alors, on n'est pas exemplaire, hein, mais on y travaille. Donc, effectivement, la première chose, c'est de dire qu'il faut que la ligne managériale et en premier lieu les élus et la direction générale doivent être promoteurs de cette politique de prévention. Et effectivement, aujourd'hui, on a la chance d'être dans ce cas-là. Donc, on a réalisé effectivement sur cette base un certain nombre de diagnostics sécurité, sûreté de nos sites. Et il a été réalisé un diagnostic de maturité, enfin un audit de la politique de prévention au département de Seine-Maritime, suivant une méthode INRS qui est en ligne et qui permet, qui s'adresse aussi bien d'ailleurs au public qu'au privé, et qui est indiqué sur 7 items. Donc, ça nous permet de scorer la qualité de la prévention de la collectivité ou de l'entreprise sur 7 items. Alors, parmi ces 7 items, il y a bien sûr les accidents de travail et les maladies professionnelles. Il y a, encore une fois, l'évaluation des risques professionnels. Il y a la formation. Il y a l'engagement de la collectivité sur la prévention. Et à partir de ce scoring sur ces 7 items, ça a permis de savoir où on en était et de définir des ambitions et quelques projets qui vont permettre effectivement d'améliorer ces notes en matière de politique de prévention. Merci Isabelle. Donc chez Bureau Veritas, on accompagne sous différentes formes nos clients, donc toujours dans ce programme PAPS, pas à pas vers notre sécurité. Donc une étape importante, Isabelle l'a abordé, c'est d'avoir un diagnostic finalement de maturité. On a un regard sur l'organisation, on a des échanges avec les différents services ou départements, on rencontre les opérationnels pour avoir une vision complète de l'organisation et des différents éléments constitutifs finalement du fonctionnement de la collectivité. On va même jusqu'à réaliser des diagnostics des facteurs humains et organisationnels pour approfondir les éléments. On a la capacité d'adresser des enquêtes qu'on appelle de masse, quantitatives en fait, pour recueillir la perception finalement des agents, au-delà de la perception managériale. Là, on va directement s'adresser aux agents. On développe un programme de culture sécurité. Alors, ce n'est pas un simple document, il s'agit vraiment d'une stratégie globale qui cartographie l'ensemble des axes stratégiques à développer, avec des actions transverses, des actions spécifiques à chacun des services. Et puis, on peut, par exemple, ce sont des exemples, développer des règles fondamentales. C'est basé sur l'accidentologie, sur les évaluations de risques, quelles qu'elles soient, sur les règlements ressources humaines, RH, que ce soit un règlement intérieur ou autre. Tous ces éléments-là sont finalement la pierre angulaire d'une démarche de culture sécurité. On va axer finalement l'ensemble du système autour de ces règles. Alors derrière l'engagement, il faut aussi une chose, c'est connaître. Connaître les éléments, c'est connaître déjà les métiers. Au sein d'une collectivité, pour être intervenu moi-même plusieurs fois, finalement, on découvre qu'il y a une multitude de métiers. C'est extrêmement varié. On peut avoir des agents présents dans des locaux administratifs, mais on peut être sur les espaces verts, on peut être sur de l'événementiel, dans du scolaire, dans du social. Enfin voilà, c'est extrêmement varié. Et donc ça, c'est essentiel de bien connaître les métiers. Et pourquoi finalement? C'est que derrière, on doit évaluer les risques. On doit identifier, évaluer les risques, que ce soit des risques physiques, des risques psychologiques. On a vraiment tout un panel de métiers, donc un panel de risques assez important sur une collectivité. Et en plus de cela, il faut connaître les compétences. Moi, j'ai coutume de dire en fait que quand on exerce correctement son métier, déjà on fait on va dire le plus gros chemin vers la prévention, puisqu'on respecte finalement les règles propres à la réalisation de ces tâches. Mais par rapport à ça, il faut quand même des compétences particulières, alors soit sur l'ensemble du métier, soit sur des tâches ciblées. Chaque risque également nécessite des compétences. On parlait d'un travail en hauteur avec des risques de chute, donc il faut des compétences particulières par rapport à ces risques-là. Et cette notion de compétence étant importante, encore une fois, je vais solliciter Isabelle, pour voir comment la connaissance finalement, un sujet essentiel aussi, a été abordée au niveau du département. Alors, je vais tout de suite dire que quand on a démarré en 2020, on avait 5% de nos DERP à jour. Aujourd'hui, on doit être à 95%.
Donc voilà, donc on peut s'améliorer assez vite sur ce sujet-là. On a pris l'option au département de réaliser nos DVERP en interne, donc avec 3 conseillers de prévention, ce qui s'appuie sur un réseau d'assistants de prévention dans les directions. Et sur la partie par contre des risques un peu particuliers comme les risques chimiques, comme les RPS, en risques psychosociaux, là on a fait appel tantôt à des psychologues en interne pour les RPS ou tantôt à des prestataires pour les risques chimiques notamment. Donc le département de Seine-Maritime a choisi cette façon de faire. Aujourd'hui, on est malheureusement encore sur un tableau Excel, mais par contre, on maîtrise complètement le sujet de l'élaboration du DVERP avec au plus près des agents sur le terrain. Deuxième connaissance, on a travaillé sur la cartographie de nos risques sous système d'information géographique. Donc, quels sont les bâtiments concernés par les inondations, par les risques nucléaires, par les risques techno. Donc ça, on l'a fait en partie en interne, en partie avec l'aide de prestataires et l'université de Rouen qui travaille aussi sur cette partie SIG. Et la dernière chose, parce que connaître c'est bien, mais si c'est simplement quelques spécialistes dans quelques bureaux qui ont cette connaissance, en fait, on n'arrive pas à progresser sur cette démarche de sécurité prévention. Et donc, on a en même temps œuvrer sur le partage de ces données, donc partage de la donnée amiante avec un applicatif qui permet de donner à tous ceux qui en ont besoin la connaissance de l'état des matériaux amiantifères dans nos bâtiments, également sur le registre de sécurité incendie dématérialisé et également sur les dotations en équipement de protection individuelle. Donc toutes ces données-là sont en partage aux acteurs qui sont concernés. Le dernier domaine dans lequel on cherche encore aujourd'hui pour pouvoir partager la connaissance et avoir effectivement un outil adapté, c'est justement l'outil sur la santé-sécurité au travail, c'est-à-dire un outil qui fédère à la fois la visite de prévention du médecin, les fiches d'exposition, le DVERP et un autre acronyme dont on n'a pas parlé mais qui est aussi obligatoire, qui est le PAPRIPACT, c'est-à-dire le plan d'action annuel à présenter sur la prévention dans une collectivité. Voilà comment aujourd'hui on essaie d'organiser la connaissance sur ces sujets-là. Merci Isabelle, c'est très concret. Et par rapport à ça, donc tu parlais de DVERP. Au sens large, moi je vais reprendre sur les évaluations de risque. Voilà. Notion d'évaluation de risque en France, c'est assez cadré, ça permet vraiment de cibler les choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que le document unique, c'est juste une transcription finalement d'une évaluation de risque générale, mais qui a aussi des annexes importantes finalement, qui doivent être adressées avec des risques spécifiques. On peut parler d'atmosphère explosive, de risques psychosociaux, de risques électromagnétiques. On a même le radon sur un gaz particulier, notamment on est exposé alors plutôt en allant vers la Bretagne, à partir de Caen. Finalement, on a aussi le risque chimique qui est un élément important. C'est l'agrégation finalement de l'ensemble des évaluations de risque qui va composer le document unique. Bureau Veritas, en fait, peut vous accompagner sur ces éléments-là, mais aussi on a des évaluations de risque spécifiques, hein. On parle de PPMS pour la partie risques technologiques notamment, et cetera. Bon, nous, on a été touchés aussi, le Lubrizol, mais on a d'autres régions. On parle de cartographie globale des risques. On est en capacité d'adresser finalement au banc d'une collectivité cette vision sur l'ensemble des risques. On va parler d'environnement, d'inondation, de sûreté, comme Nathalie l'a évoqué tout à l'heure, la sûreté informatique également aussi, hein, l'émergence des cyberattaques. La qualité, la sécurité au sens large des personnes, la sûreté, on en a parlé, l'aspect politique aussi, hein, parce que ça présente un risque, hein, dans les collectivités, bien entendu, il y a des élections régulièrement, et les aspects juridiques. En fait, l'objectif, c'est d'adresser l'ensemble des risques, quels qu'ils soient, qu'ils soient individuellement forts ou lorsqu'ils se combinent, parce qu'il peut y avoir les deux éléments. Ça permet d'avoir une stratégie globale finalement au bord de la collectivité et donner une orientation sur plusieurs années.
Et un élément important aussi que j'ai souhaité valoriser, c'est le besoin finalement de sécuriser le processus d'accueil des agents. Parce qu'en fait, on se rend compte que les premières minutes, les premières journées d'un nouvel agent sont les plus à risque, puisqu'il va découvrir un nouvel environnement de travail, parfois de nouvelles missions qu'il n'a jamais réalisées. Et donc, c'est important de sécuriser tout ce processus, que ça soit de l'émission du besoin jusqu'à quelques mois après son arrivée, avec les différents éléments. Donc, la connaissance, on a abordé. Maintenant, on va parler de mobilisation. Comment mobiliser finalement un collectif? Donc, tout à l'heure, je parlais de la courbe de Bradley. La voici. La courbe de Bradley, finalement, ça tient aussi comme la courbe de Bird, la pyramide de Bird, ça tient son nom de finalement celui qui l'a caractérisé en 1995, en fait, pour matérialiser les différentes étapes d'une montée en maturité. On a une première phase, celle-ci, là, la réactif. La phase de réaction, ce sont les accidents qui sont perçus comme inévitables. Les agents vont considérer que c'est la fatalité. L'organisation au global se focalise sur la conformité réglementaire, c'est le basique. Et l'encadrement en général ne s'implique pas et on nomme un monsieur ou une madame sécurité et c'est cette personne-là qui va gérer la sécurité dans l'organisation. La deuxième étape, avec un petit peu plus de maturité, c'est la dépendance. Donc là, on est plutôt sur un système de supervision. Je vais attendre que mon chef me dise de le faire, de me protéger, mettre mes EPI par exemple. Et on est plutôt sur un système de sanction. Voilà, l'opérateur, l'agent n'a pas fait, donc on va le sanctionner sans développer une forme assez poussée de pédagogie. L'indépendance, on est là sur de l'implication individuelle. Les agents vont avoir compris, c'est-à-dire que là, je suis conscient que c'est important que je me protège. Donc on a déjà franchi une étape, hein. Je pense que vous êtes tous en train d'imager un petit peu dans votre périmètre, ce que vous vivez. On a des agents conscients, ils comprennent, ils respectent les procédures, ils vont éviter les risques, ils s'impliquent. Ils se disent finalement l'objectif de 0 accident, c'est ambitieux, mais on y arriverait peut-être. Voilà. Et on va arriver à la dernière étape, donc là c'est le top, et qui est assez rare quand même, hein. Je fais beaucoup d'entreprises ou de collectivités. C'est quand même une étape très, très, très poussée où finalement l'interdépendance, c'est que chacun est conscient de l'importance de la sécurité pour soi-même, mais pour ses collègues. Et donc là, c'est poussé, c'est-à-dire qu'on va vraiment être en permanence dans la prévention, essayer d'imaginer si un collègue peut se blesser. Donc ça demande beaucoup de vigilance et beaucoup de bienveillance vis-à-vis de ses collègues, avec cet esprit où finalement le 0 accident, il est tenable et on va y arriver quoi, de manière collective. Alors finalement, la mobilisation, c'est un besoin d'avoir un leader. C'est un concept managérial, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, la notion de leader par rapport à manager, ça a évolué. On a besoin finalement de montrer une différence où les managers vont embarquer finalement un collectif. On peut être leader sans être un manager, hein, c'est aussi se baser sur des personnes qui sont moteurs dans une organisation. Mais en tout cas, c'est fondamental d'avoir ce leadership développé. Et ça se travaille également. C'est important de développer des routines. Les routines permettent d'ancrer une dynamique au sein d'une organisation. Alors des routines, hein, vous pouvez, des mots qu'on entend, hein, des causeries, par exemple, sécurité. Ça peut être des tournées terrain, où les managers ou les DGS ou autres niveaux vont aller sur le terrain et discuter sécurité avec les agents. C'est aussi impliquer les managers dans toutes les démarches. On parle d'évaluation de risque juste avant. L'évaluation du risque, c'est pas à faire dans un bureau par un spécialiste. L'évaluation du risque, elle est à faire par l'encadrement et les agents de terrain pour montrer finalement la vraie vie du métier. Ça, c'est extrêmement important. Donc, l'implication managériale, l'implication des agents aussi pour promouvoir les bons gestes. Ce sont quand même les agents qui sont les mieux placés pour expliquer comment bien travailler. On ne va pas faire de la théorie où un monsieur, madame sécurité va venir et apprendre à travailler aux agents. Donc, c'est vraiment ça l'important, c'est que la sécurité émane finalement des personnes qui travaillent directement ou qui encadrent directement des agents. Donc, par rapport à ça,
Isabelle, comment finalement au niveau du département, alors la tâche est difficile, comment vous avez réussi, ou en tout cas essayé, de mobiliser les agents et l'encadrement concerné? Alors effectivement, on n'est pas au bout de notre peine, hein, donc on est peut-être à la moitié du graphique que tu as mis sur l'écran. Mobiliser, il faut le mobiliser en synergie, c'est-à-dire que c'est ensemble en même temps, sinon ça fonctionne pas. Il faut effectivement agir en territoire. Donc pour ce faire, il a été acté de créer des unités mobiles de sécurité qui notamment aident les différents sites en territoire à faire leurs exercices de sécurité incendie 2 fois par an, à travailler sur effectivement les exercices de mise en confinement, donc aux exercices PPMS. Donc ça, c'était important de agir en territoire et pas simplement en centrale. De la même façon, et tu viens de le dire, et la circulaire du 11 juin 2024 l'a rappelé, le DERP, ça doit être fait avec des situations réelles au travail et pas effectivement dans un coin, dans un bureau en centrale. Et là encore, il y a une décentralisation vers les activités, que ce soit avec des quarts d'heure sécurité par rapport à la signalisation routière de nos collègues qui travaillent sur les routes départementales, ou par rapport aux visites à domicile de nos agents qui travaillent dans le social et qui doivent s'interroger sur les risques qu'ils peuvent effectivement rencontrer dans des visites à domicile. Donc ça, c'est hyper important. Et en même temps, s'il y a un mouvement donc du territoire vers le central, il y a aussi un mouvement qui doit se faire du central vers les territoires avec cette impulsion à travers des séminaires de direction, à travers aussi des adaptations de process et notamment pour les exercices de sécurité où on a été confronté au fait qu'on n'avait plus de guide-fil et serre-fil pour réaliser nos tests parce qu'ils étaient soit en télétravail, soit sur des chantiers, soit ailleurs. Et il a fallu réinventer différents process de sécurité en lien avec ces nouveaux modes de travail et ces nouvelles mobilités. Donc, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce que je peux juste dire enfin, c'est que plus on mobilise largement et plus finalement ça devient facile. Donc, c'est plus difficile au début que quand on est déjà ancré dans une culture de prévention. Merci Isabelle. En effet, là je vais passer rapidement. Bureau Veritas est vraiment en capacité de vous aider à mobiliser parce que c'est un axe fort, comme on l'a vu. Isabelle a appuyé sur ces éléments-là. La formation, le coaching, les différents rituels sécurité, les ateliers organisationnels, par exemple, c'est comment piloter l'ensemble des actions dans une organisation, comment mettre en place finalement des bilans de performance de tous ces éléments-là, des ateliers opérationnels, comment gérer la circulation finalement sur des lieux, comment gérer finalement la sécurité lors d'événements, des festivals, etc. C'est aussi comment animer des safety days, donc des journées de partage, des journées ludiques finalement où on va venir solliciter les agents pour fédérer autour de ces éléments-là. Voilà, ça peut être très vaste. Maintenant, donc je remercie Isabelle hein, pour ces échanges avec vraiment des exemples très concrets. Et puis je vais interagir avec Camille pour élargir finalement la culture sécurité au-delà de la sécurité pour les agents. On a déjà abordé. Alors Nathalie a commencé, Camille a aussi parler de cet élément-là. La sécurité des agents, c'est essentiel, mais il y a aussi la sécurité des citoyens. Vous avez cette responsabilité-là, la responsabilité aussi d'assurer la sécurité des entreprises et des intervenants qui viennent faire des travaux, qui viennent ne serait-ce qu'animer une formation pour vous, qui vont être dans vos installations. Et puis la sécurité des visiteurs qui vont être sur vos établissements qui reçoivent du public. Tous ces éléments-là, c'est essentiel puisque vous avez, comme on l'a vu, différents lieux géographiques et différents métiers. Et donc une interaction très très forte avec une population au-delà des agents. Et donc Camille, finalement, on se pose la question, est-ce que c'est si important que ça de respecter les différentes normes ? Bien sûr, parce que s'il y a un drame survient, alors heureusement, c'est pas toujours le cas, heureusement bien sûr, mais
à supposer qu'un drame survienne, dans ces cas-là, s'il y a une règle de sécurité qui n'est pas respectée, tout de suite, la collectivité territoriale engage sa responsabilité et les personnes physiques en charge des sujets, donc par exemple l'exécutif ou les agents qui ont une délégation de signature sur ces sujets peuvent engager leur responsabilité pénale en particulier. Donc par exemple, en préparant à ce webinaire, on a vu des cas, il y a des cas qui ont pu être relayés par la presse, mais par exemple, c'est cette situation dans une kermesse, malheureusement, vous aviez une structure gonflable qui n'était pas suffisamment arrimée et qui en plus était mise dans une situation en pente, le terrain était en pente, les enfants jouent, sautent, et derrière, il va y avoir un enfant gravement blessé. Eh bien, là, c'est un cas très concret où la responsabilité à la fois de la collectivité territoriale, la commune, et de l'exécutif a été engagée. Et il faut dire aussi que un agent qui aurait eu à traiter de ces sujets et de plus fort qui aurait eu une délégation de signature aurait pu très bien être inquiété sur le plan pénal. Hein. Mais le but d'abord, c'est de mettre en œuvre les règles de façon à ce qu'il n'y ait pas de difficultés, pas d'accident et qu'un événement joyeux reste joyeux. Merci encore Isabelle pour votre témoignage très concret et transparent pour nos auditeurs et pairs. Merci bien sûr Kevin et Camille pour votre approche méthodologique, je dirais très pédagogique et experte. Ce qu'on vous propose maintenant avec Fabrice, c'est peut-être de rentrer dans les solutions. Peut-être également un rappel si besoin était. Je vais vous représenter l'UGAP, mais très, très rapidement. L'UGAP, c'est la même grande maison. Quand vous commandez effectivement à l'UGAP, et l'UGAP d'ailleurs a été créé il y a 50 ans, tout simplement pour accompagner les établissements scolaires lors des rentrées scolaires. Aujourd'hui, c'est plus de 3250 marchés actifs. Nous avons passé les appels d'offres pour vous faciliter la tâche. C'est plus de 700 fournisseurs. C'est plus d'1,4 million de références, que ce soit en produits ou bien en services. C'est aujourd'hui 6,67 milliards liés à la commande publique, bien sûr, et 21 400 établissements, donc autant d'acheteurs, autant d'usagers qui nous ont fait confiance dans des domaines aussi variés que le médical, l'informatique, les véhicules, les services, comme je l'indiquais, les consommables, l'équipement, le mobilier, pour citer, et l'énergie, bien sûr, pour citer quelques univers. Vous dire aussi qu'acheter via l'UGAP, en tous les cas, commander via l'UGAP, ce sont des bénéfices très concrets, puisque nous agissons, on va dire, comme un tiers de confiance entre le bénéficiaire et le prestataire sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Vous avez à la fois une souplesse et une facilité d'achat, je dirais presque d'un seul clic, que ce soit sur ugap.fr, auprès de nos conseillers ou auprès du centre d'appel, et bien sûr auprès, on va le voir après avec Fabrice, auprès des conseillers, bien sûr, de Bureau Veritas, concernant cette offre en particulier ce matin. On espère vous offrir grâce à ça un véritable gain de temps. Bien entendu, les appels d'offres qui ont été faits le sont dans une totale sécurité juridique et technique qui vous apporte fiabilité et, nous l'espérons, simplification, avec des engagements RSE et non des moindres, puisque vous allez pouvoir les monitorer et obtenir des stats RSE de vos achats et également en termes de soutien du tissu local. J'évoquais 700 titulaires, 700 fournisseurs, mais c'est autant de sous-traitants ou d'éditeurs, par exemple, qui sont bien sûr inscrits dans vos territoires. Et l'UGAP est l'un des leviers, bien entendu, économiques pour soutenir l'emploi dans vos territoires. Dernière chose, c'est le gain et la performance achat. Bien entendu, vu les volumes générés par l'UGAP et le sourcing qui est fait, nous vous apportons des économies. L'UGAP ne fait pas des coûts. Il n'y a pas des promos, du discount, mais bien un engagement sur une durée encadrée par la commande publique. Je vais peut-être te passer la parole directement juste après Fabrice, mais peut-être une preuve très concrète de ce tiers de confiance qui est l'UGAP, puisque vous avez là le baromètre de satisfaction qui a été fait en 2023, avec 92% de clients satisfaits, 84% de clients qui recommanderaient l'UGAP. C'est un effort qui est jugé relativement faible de passer par notre établissement. Bien sûr, nous sommes là aussi pour nous améliorer avec vous et aussi avec nos partenaires, sans qui, bien entendu, l'UGAP ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, et encore moins si, bien sûr, les établissements publics ne commandaient pas chez nous. Je te passe la parole, Fabrice. Merci Nathalie. Ça, c'est un peu pour synthétiser les missions qu'on
qu'on est capable, Bureau Veritas, de proposer via UGAP, et en quoi on répond de manière globale à la question santé, sécurité et prévention qui peut vous concerner. J'ai mis le slide en quatre éléments. Déjà, on peut vous aider sur tout ce qui est contexte réglementaire par rapport à deux volets principalement, donc une veille réglementaire, d'une part, mais aussi un audit d'assujettissement, c'est-à-dire regarder avec vous à quelle réglementation est soumis un bâtiment ou un équipement dont vous avez la gestion. Donc, premier élément, le contexte réglementaire. Deuxième élément, ça va être l'évaluation des risques. Donc là, Camille en a longuement parlé, et puis Kevin et Isabelle aussi, du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, on peut effectivement vous aider à constituer ce document, à le mettre à jour, et aussi vous accompagner sur sa diffusion, son élaboration et tout ce que Kevin a pu développer tout à l'heure en termes de culture sécurité. Et une fois qu'on a évalué les risques, le dernier volet, c'est la prévention. Et là, cette fois, on est capable d'intervenir sur deux volets en termes de prévention. D'abord, agir sur l'environnement de travail. Donc ça, c'est principalement notre marché contrôle réglementaire de bâtiments. On retrouve tous les contrôles réglementaires des bâtiments, des équipements, des machines, des ponts, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis tout aussi, peut être l'environnement de travail sur la qualité de l'air, les rayonnements et des choses comme ça. On peut aussi trouver des diagnostics structure, diagnostics vétusté, diagnostics incendie de vos bâtiments. Donc, premier volet de prévention, c'est l'action sur l'environnement de travail. Et enfin, le deuxième volet de la prévention, c'est l'action sur les comportements. Et cette fois, on est sur la formation des agents. Et grâce à un marché de formation santé-sécurité que l'on a en partenariat et en co-traitance avec l'Astral, on est capable de vous apporter beaucoup de réponses. Alors, j'ai mis les principaux items qui nous sont commandés en termes d'habilitation électrique, de secourisme, d'incendie et de CACES et d'autorisation de conduite. Voilà, donc on espère avec cet ensemble de prestations couvrir l'intégralité de la chaîne pour vous aider à monter votre politique de santé, sécurité et prévention. De manière très pardon, je vais mettre ma caméra, ça sera peut-être mieux. Voilà. De manière très concrète, un petit rappel. Donc, vous avez 800 collaborateurs, 800 conseillers sur l'ensemble du territoire. Pour les Drumcom, puisque nous avons des participants, vous avez également l'agence de Rouen qui sera à votre disposition. Bien entendu, c'est 26 implantations, mais bien entendu, main dans la main avec les équipes de Bureau Veritas. Vous avez ici un QR code et un lien si vous voulez retrouver en particulier la formation en santé et sécurité au travail sur étagère proposée par Bureau Veritas. En conclusion, vous l'avez compris, le zéro risque n'existe pas. Cependant, on a vu ensemble pendant ce webinaire qu'il était possible d'atteindre peut-être un zéro accident. L'ensemble des prestations qui vous sont proposées aujourd'hui, je dirais, vous permettent à la fois de faire des plans de prévention, mais aussi d'anticiper des plans de secours. Ces prestations sont, nous l'espérons, à la fois accessibles, à la fois souples, à la fois adaptables. Elles sont sur étagère, mais bien sûr sur mesure. Et nous sommes, UGAP et Bureau Veritas, complètement à votre écoute pour répondre au plus près de vos besoins. Bien entendu, l'ensemble de ces prestations vise à former, accompagner vos agents. C'est aussi peut-être un moyen effectivement de développer la marque employeur, non seulement pour leur développement professionnel, mais surtout et avant tout pour les protéger, puisqu'une fois encore, c'est eux qui sont en première ligne. Ce sont vos établissements qui sont en première ligne. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner, une fois encore, au plus près de vos préoccupations. Je vais en rester là pour cette conclusion. Il y a beaucoup de questions et nous vous en remercions pour cet intérêt. Et je vous propose de passer aux questions-réponses. Merci Nathalie. Donc, je vais animer cette partie questions-réponses. Vous avez un petit sondage qui s'affiche, vous en avez peut-être plusieurs qui sont arrivés, on vous laisse y répondre, il n'y a pas de souci. Déjà la question la plus récurrente, on vous diffusera un lien pour accéder au replay, on vous diffusera le support de présentation et on s'engage à répondre à l'ensemble des questions par écrit, donc vous recevrez ça dans les jours qui viennent. Juste pour prendre les questions, alors il y a pas d'ordre de priorité, c'est juste un peu comme elles sont arrivées. Une question concernant les diagnostics amiante sur les bâtiments antérieurs à 1997. Donc la réponse est très claire. Les diagnostics amiante sont obligatoires pour les bâtiments dont le permis de construire a été antérieur au 1er juillet 97. On vous fournira la référence contractuelle sur le sujet. Ça, c'était la première question. Une autre question, cette fois, qui s'adresse à l'attention d'Isabelle.
Tu as évoqué les risques technologiques et naturels. Est-ce que ça fait partie des risques professionnels? Est-ce que ça doit faire partie des DURP? Oui, complètement. Donc, tous les risques qui viennent de l'extérieur, donc en plus des risques liés à l'activité des agents, donc que ce soit les risques techno, les risques naturels, les risques attentats, les fortes chaleurs, les pandémies, nous, on a mis ça sous un vocable aléa, aléa extérieur. Et effectivement, ils sont intégrés dans nos documents uniques avec des plans d'action et notamment pour la partie technologique, risque technologique, la mise en place de locaux de mise à l'abri, tout simplement. Merci Isabelle. On a une question cette fois plus juridique pour Camille. Comment doit être formulée la délégation d'un maire? Alors, s'agissant des délégations, déjà, dans la fonction publique territoriale, par exemple, une délégation, elle doit être écrite. Donc, pour un maire, ce sera un arrêté, très concrètement. Et ensuite, elle doit être effective. Ça, c'est classique. Je peux faire qu'une réponse vraiment générale, mais elle doit être effective, c'est-à-dire qu'elle doit être vraiment concrète, bien précise. Et enfin, elle doit être publiée, connue. Donc, elle doit faire l'objet d'une publication et doit être adressée à la personne qui reçoit la délégation. J'aurais dû préciser aussi qu'une délégation, elle peut être soit de signature, soit de fonction, et que dans la fonction publique territoriale, pour les agents, c'est que de signature, ce qui est possible. J'espère avoir répondu à la question. Merci Camille. Une autre question pour Kevin. Combien faut-il de temps pour développer une culture sécurité dans une entité? Tu m'entends, Kevin? Oui, j'arrive avec la caméra. Question très intéressante. En fait, ça dépend énormément de facteurs, du chemin à parcourir, je dirais. Si on démarre finalement avec une culture, comme on disait, il y a les 4 étapes. Si on part de la culture réactive, un petit peu primaire des choses, bien entendu, il y a plus de temps. Mais globalement, sur les retours d'expérience que l'on a, puisqu'on a beaucoup accompagné des structures, pour avoir un niveau situé, je dirais, entre dépendance et indépendance, c'est-à-dire finalement la notion d'individualité. À quel moment on arrive à faire prendre conscience aux agents ou à des salariés dans le privé. Je dirais à peu près 5-6 ans. 5-6 ans pour arriver à une maturité, on va dire déjà correcte. Et sortir de ce schéma, je le fais parce que mon chef me le dit. Je n'adhère pas forcément, mais je vais le faire sous la contrainte. Voilà. Très bien. Une dernière question pour Kevin. Mais je peux t'aider à répondre. Est-ce qu'on fait de l'accompagnement pour être certifié ISO 45001? Oui, bien sûr. Alors, les normes, donc vous avez à la fois la réglementation et vous avez des normes. Donc là, on parle de normes finalement volontaristes. On fait un choix, ce n'est pas une obligation. On souhaite se faire certifier ou en tout cas mettre en place une structure managériale pour finalement sécuriser sa manière de manager le sujet. Donc là, ISO 45001, on parle d'une norme de sécurité. Après, vous en avez en environnement, en énergie, etc. Bien sûr, Bureau Veritas s'accompagne, à la fois sur des diagnostics initiaux, de l'accompagnement, des audits internes, de la formation. Et puis, on a Bureau Veritas Certification, qui est une entité spécifique à part, pour bien séparer les rôles, qui va venir certifier éventuellement si vous le souhaitez. Donc, bien sûr, c'est une base. Nous réalisons ces éléments-là. Dans la démarche culture sécurité que j'ai exposée finalement, qui s'appelle PAPS, pas à pas vers notre sécurité, nous allons au-delà. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une base finalement de structure managériale et on va approfondir les notions comportementales et organisationnelles voilà, par rapport à ces normes. Voilà, merci Kevin. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin du temps de ce webinaire. On vous remercie sincèrement, vous étiez plus d'une centaine à avoir assisté et vous êtes encore quasiment une centaine à participer, donc c'est vraiment très très bien. Voilà, donc je le redis, donc on répondra, il reste encore une ou deux questions auxquelles on répondra et on vous joindra la réponse avec le lien vers le replay et notre support de présentation. Et on se tient bien entendu à disposition s'il faut aller plus loin avec vous, sans aucun problème. Merci beaucoup, au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.